Et on se retrouve sur ce plateau. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de vous présenter celles et ceux qui ont accepté votre invitation pour échanger, produire de qualité du rêve à la réalité. Anaïs Voigilis, Thomas Coepel, Marie-Christine Verdier-Joucla et Jean-Yves Manot vont répondre à nos questions. Mais les premiers qui ont répondu à nos questions, ce sont les gens de la rue. Ce sont les consommateurs, les citoyens, peut-être un peu vous, pas beaucoup, mais peut-être un peu moi. En tout cas, mon voisin, ma voisine, mon cousin, ma cousine, certainement. Même si j'assume pas tout, voilà ce qu'ils disent. On en parle juste après. J'aimerais pouvoir manger sain et pas trop cher. Pour moi, il y a une opposition entre la qualité et puis le prix, c'est sûr. J'essaye de manger le mieux possible et le moins cher possible et le moins chimique possible. Pour moi, un produit local, c'est un produit qui est fait sans produits chimiques. On veut des produits locaux et de bons produits, mais c'est embêtant en même temps d'avoir les tracteurs qui passent, les produits chimiques parfois dans les champs, le bruit, enfin, tout l'espace que ça prend et que ça peut en gérer les problèmes. Et je connais des endroits où effectivement c'est carrément des nuisances d'odeur. Ouais, il y a des problèmes. Il y a eu des mouvements qui sont opposés par exemple à des élevages, alors je ne sais plus combien, mais on était à peut-être 10 000 ou 12 000 poules, quelque chose comme ça. Et là il y a eu un tollé et ça n'a pas pu se faire. Oui, j'aime bien les fraises en période de fête, de Noël. Ouais. Non, je préfère acheter localement. On entend ces consommateurs dans la rue qui nous disent beaucoup de choses. J'ai envie de pouvoir manger sain, mais pas trop cher. J'essaie de manger le mieux possible, le moins cher, le moins chimique, mais meilleur, c'est plus cher. Alors comment je fais? Je suis un peu partagé, vous entendez ce qu'ils vous disent dans la rue les uns et les autres. Et puis il y a ceux qui nous disent, bon, c'est vachement bien la campagne, mais il y a quand même des problèmes d'odeur, super. Alors on s'est opposé à des élevages de poulets, de je sais pas combien, ça va plus le faire, etc. Donc on veut pas des poulets de l'étranger, mais on veut pas qu'ils soient produits à côté de chez nous. Comment est-ce qu'on fait? Ça nous intrigue bien sûr ce que nous disent les consommateurs, mais ne vous énervez pas dans vos fauteuils. On a essayé d'aller chercher sagement, de se poser sagement avec un institut de sondage, c'est l'IFOP, qui nous accompagne pour ce sondage. Et vous allez découvrir avec moi la question à laquelle on a demandé aux gens de répondre. La première question, vous personnellement, là où vous vivez, diriez-vous que les activités agricoles engendrent des nuisances de voisinage? Alors le chiffre en fait est éloquent. Ce qu'il faut retenir finalement sur ce graphique, c'est que pour 74% des gens, il n'y a pas de problème. Pour 26, il y a des problèmes, et les 26% qui se plaignent, parmi ces 26% qui se plaignent, 76% veulent malgré tout consommer local. Autrement dit, je veux consommer local, mais pas si c'est produit à côté de chez moi. Donc débrouillez-vous avec ça. Petite réaction un peu rapide d'ailleurs de nos invités. On va commencer, Anaïs, dans quelques instants, je donnerai l'introduction de cette séquence, mais juste par rapport à cette injonction contradictoire, qu'est-ce qu'on peut dire Madame la députée, Marie-Christine Verdier-Joucla, vous êtes députée du Tarn, coprésidente du groupe d'études vin, vigne et œnologie. Juste un mot, vous faites quoi? Vous êtes vous bien équipée en tant que parlementaire avec des injonctions comme ça, on dit quoi? Mais on les a systématiquement sur tous les projets de loi qu'on a pu présenter et défendre. Et c'est là où on se rend compte que quand on prône de ne pas opposer l'agriculture et l'écologie, de ne pas opposer l'économie et l'écologie, on peut arriver à le faire dans un texte et à légiférer. Mais sur le terrain, sans explication, sans argumentation, de toute façon, à un moment donné, on arrive exactement à cette incohérence. Et c'est ce que disait David Jayes, l'éducation, 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 la pédagogie, là-dessus. Jean-Yves Manot, merci d'être avec nous, vous êtes président de la CLCV, consommation, logement, cadre de vie. Vous les entendez ça régulièrement, ces injonctions? Oui, bien évidemment, mais le français est assez contradictoire dans ses intentions et ses réactions. C'est toujours... On a des objectifs environnementaux extrêmement importants, mais enfin, on ne veut pas les contraindre des éoliennes, etc., etc., et donc pas à côté de chez moi. Bon, en même temps, je crois que les mentalités évoluent par rapport aux besoins de manger sain, etc., et donc, qu'on le veuille ou non, on peut analyser les 24% comme très négatifs, mais enfin, il y a 74 ou 76% des Français qui sont favorables. Merci de regarder le verre à moitié plein avec nous, évidemment. Thomas Coepel, vous êtes président, vous, de la coopérative Le Gouessant, qui se trouve où précisément? À Lamballe, dans le 22.
Le 22. Bretagne. D'accord, j'ai raté mon concours des postes, hein, donc c'est pour ça que je vous demande évidemment, et pas que pour moi, pour celles et ceux qui nous regardent évidemment. Moi, à partir du 12, je connais plus rien. Juste un mot, qu'est-ce que vous dites-vous de ce que vous entendez là et peut-être de ce que les consommateurs vous disent régulièrement? Non, mais nous, on le vit tous les jours. Aujourd'hui, en Bretagne, c'est cette question aujourd'hui des gens qui veulent tout et plus et qui ne veulent pas ces productions au pied de chez eux, quoi. Ça, nous, on le vit. Hein. On veut des œufs alternatifs, mais on veut pas d'élevage poule autour de nous. On veut l'énergie pas chère, mais on veut pas de méthanisation. On veut du poisson, mais on veut surtout pas de pisciculture. Nos productions deviennent ce qu'on appelle des pumas, des productions utiles mais ailleurs. Et donc ça, c'est tout simplement inadmissible. Et c'est très dur à vivre par les personnes qui sont porteurs de projets. On est bien d'accord, parce que ce qui peut prêter à sourire quand on l'entend doit devenir insupportable pour vous au quotidien. On va avoir l'occasion d'en parler. Anaïs Vogilis, déjà votre premier regard là-dessus, avant de parler, de prendre un peu de hauteur sur l'industrialisation de la France, mais votre premier regard sur ces injonctions? Ouais, elles ne me surprennent pas du tout, parce qu'en fait, ce sont des injonctions qu'on retrouve dans tous les secteurs industriels. Dès qu'on parle d'implantation d'un nouveau site industriel ou dès qu'on regarde des activités industrielles, ça donne lieu à un certain nombre de contestations ou même de reproches. Et en fait, c'est ce que dit mon voisin éloigné, en fait, on veut bien tout, mais loin des yeux. Et donc, Évidemment. on s'est totalement déresponsabilisé à l'égard des risques qu'incombent, qui peuvent être liés à certaines productions. On s'est déresponsabilisé à l'égard des nuisances potentielles en préférant les confier à des tiers, en se disant que finalement, eh bien, nous voulions notre confort et peut-être au détriment de celui des autres, mais ça ne nous concerne pas. C'est un peu ce qui ressort de certains sondages. Alors avant de poursuivre sur le sujet avec vous tous, je voudrais, Anaïs, qu'on puisse ouvrir cette table ronde sur vraiment prendre le regard sur la France, avant de parler même de ses consommateurs sur le terrain, mais vous êtes, vous, docteur en géographie, vous êtes spécialiste des questions industrielles. Je voulais que vous puissiez nous planter le décor sur cette France qui a pris ou pas, d'ailleurs, en main sa destinée industrielle. Racontez-nous. C'est une vaste question. Je pense que depuis la crise de la Covid, il y a une certaine prise de conscience d'une situation de dépendance subie de la France sur le plan industriel, mais aussi sur le plan numérique. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de l'industrie, mais le numérique est aussi lié quand on parle de modernisation des usines. On voit là dans le cadre des présidentielles que tous les candidats se mettent à parler d'industrie. On a plein de discours qui viennent sur le besoin de réindustrialiser rapidement. Bon. On peut s'en satisfaire, on se demande après quels seront les actes derrière ça. Il y a des choses qui ont été faites, il y a un effort de modernisation des sites industriels qui a été fait à travers le plan de relance, notamment avec des aides à la modernisation de ces sites. Il y a des choses qui ont été faites sur les impôts de production, avec une baisse des impôts de production, sur lesquels on reviendra très certainement. Il y a des simplifications réglementaires qui ont été faites, même si ce n'est pas suffisant. Mais le chemin à parcourir est encore très long. Parce que la première chose, c'est qu'on ne revient pas sur 30 à 40 ans de désindustrialisation qui viennent aussi toucher le secteur de l'agroalimentaire en une année, parce que ça demande aussi un changement culturel, le fait de se réhabituer à produire sur le territoire. Et on a encore des réponses à apporter, à la fois, je pense, des réformes structurelles beaucoup plus profondes, notamment sur la question de la fiscalité, au regard des enjeux environnementaux, des questions sur le modèle économique des entreprises, et notamment aussi au regard de ces enjeux environnementaux et des évolutions des modes de consommation qu'on doit avoir et de toutes les questions que ça peut poser. Il y a toujours la question d'une modernisation plus profonde de nos sites industriels, et il y a aussi un équilibre à trouver dans le cadre d'une stratégie industrielle repensée entre nos ambitions environnementales et nos ambitions industrielles. Aujourd'hui, on pense d'un côté la question industrielle et on pense de l'autre la question environnementale. On a des approches qui, globalement, sur un certain nombre de sujets, sont très silotées. Même quand on regarde la question de l'hydrogène, on parle de la production d'hydrogène, mais finalement, la question des infrastructures pour conduire l'hydrogène, on en parle un peu moins. Et donc, ça demande quand même à faire un effort pour avoir une vision beaucoup plus globale en termes de stratégie industrielle, ne pas se limiter à une politique qui touche que les usines, mais penser à toutes les autres conséquences qu'il va y avoir. Dans quel domaine a-t-on pris du retard en France, dans le monde industriel ? Alors, on a un retard qui est très connu sur tout ce qui va être robotisation et plus largement, quand je dis modernisation, en fait, on parle beaucoup d'industrie du futur et c'est un ensemble de briques technologiques qui commencent à émerger, que ce soit la fabrication additive, que ce soit l'utilisation de la data, que ce soit certains logiciels pour améliorer le pilotage de la production. La robotisation, on le voit très bien à travers des chiffres, si on se compare par rapport à l'Italie, l'Allemagne ou la Corée du Sud, qui sont beaucoup plus robotisés que nous. Des choses ont été encore une fois faites dans le cadre du plan de relance.
Il y a des grandes variations d'une filière à l'autre. Si vous regardez la filière automobile, la chimie, vous n'avez pas forcément les mêmes constats qui peuvent être faits. Et puis après, vous avez des différences en fonction des tailles d'entreprise. Ce qu'il ne faut pas, par contre, comprendre à travers mon propos, c'est que je ne dis pas qu'il faut automatiser toutes les usines. Je pense qu'il faut avoir un regard assez pointu et définir en fonction des besoins de chaque industriel, au regard des attentes de son marché, des marchés qu'il veut saisir, pour éviter d'avoir des investissements qui coûtent parfois cher et qui ne sont pas utiles au regard de la demande. L'autre chose, c'est qu'on parle souvent beaucoup de décarbonation. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que la France soit en retard sur le sujet de la décarbonation, parce qu'on a déjà un mix énergétique qui, par rapport au reste du monde, est plutôt décarboné. Là où on a un effort à faire, c'est que quand je dis décarbonation, je raisonne en scope 2, donc notamment la production à l'échelle de nos usines, qu'on peut continuer à décarboner, mais il y a tout ce qui va se passer en amont et en aval de nos chaînes de production. Et il se trouve que la France, aujourd'hui, est plutôt devenue... Alors là, je parle de manière générale en termes industriels, hein, c'est un petit peu différent peut-être dans le secteur agroalimentaire, mais les autres intervenants ils reviendront sûrement dessus. On est un pays qui est devenu le champion de l'assemblage. Quand on se réjouit de produire des batteries pour des véhicules électriques en France, on assemble des cellules de batterie qui viennent de l'autre bout du monde. Donc on se rend bien compte qu'on a quand même toute une logique pour réintégrer les chaînes de valeur sur le territoire français, et avec toutes les questions, encore une fois, que ça va poser, parce que qui dit plus d'usines en France... Enfin, plus de production en France dit plus d'usines en France, dit plus de flux en France, et notamment plus de flux de camions, puisque le fret ferroviaire est insuffisamment développé, le transport sur barge est insuffisamment développé aussi. Et donc, ça plaide encore une fois pour cette vision globale qu'on peine à avoir. On est aussi champion des prélèvements obligatoires. En tout cas, si j'entends celles et ceux qui s'en plaignent au quotidien, vous ne l'évoquez pas. Pourtant, ça pèse sur la compétitivité. Alors, je ne l'évoque pas, c'est peut-être parce que je ne suis pas une économiste, c'est une géographe, mais c'est un vrai sujet. On a commencé à apporter des réponses, comme je le disais, avec les impôts de production, qui pour moi est une réponse insatisfaisante. Parce que déjà, on est sur de l'abaissement de certains impôts de production. On sait qu'aujourd'hui, il y a 14 impôts de production différents en France. On n'a pas pris le risque d'en supprimer certains. Deuxièmement, on a une fiscalité qui globalement produit de l'insatisfaction, parce que là, on va plutôt écouter des agriculteurs ou des industriels de l'agroalimentaire, mais vous allez dans la rue, vous allez écouter les citoyens français qui vont vous dire la même chose. Or, on est face à des grands défis, notamment le défi de la transition écologique, dont on sait qu'il va avoir un coût de financement, que ce soit en termes d'adaptation de nos entreprises, d'adaptation de nos infrastructures et de financement de la transition qui se compte en milliards. Et donc, on a besoin d'avoir une fiscalité adaptée là-dessus. Et donc, plutôt que faire des réformes structurelles, des réformes à la marge, qui ne sont pas des réformes structurelles comme on le fait depuis les années 93, premiers allégements de charges, c'est 93. Donc, ça fait 30 ans qu'on parle des mêmes sujets. Prenons le temps de reposer la question fiscale de manière beaucoup plus large. Revoyons aussi les mécanismes d'aide aux entreprises, parce que finalement, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ceux qui arrivent à bénéficier des allégements de charges, c'est plutôt les gros, ceux qui ont des juristes, des fiscalistes pour faire connaître les mécanismes de contournement de la fiscalité. Vous avez ceux qui profitent des aides, c'est aussi plutôt les gros, et les PME, les ETI qui sont ancrés dans le territoire, qui créent de l'emploi, et on le voit, en sortie de crise, ceux qui créent de l'emploi, c'est principalement des TPE, PME et ETI, n'ont pas les mêmes choses. Donc remettons toutes ces fiscalités à plat pour la mettre plus basse, moins d'aides, ou concentrons les aides sur les secteurs d'avenir, avec deux choses à trouver, un équilibre autour de deux choses, c'est les équilibres territoriaux, parce que les impôts de production, ça bénéficie aux collectivités territoriales, et la question de la transition écologique. Et il ne faut pas oublier derrière ça, c'est-à-dire que la fiscalité, on peut la baisser, et on a aussi un sujet de compétitivité hors coût, parce que la perte de nos avantages comparatifs, on l'a fait d'abord avec les Allemands et les Italiens, sur lequel on a un différentiel de coût en termes de fiscalité, mais on a aussi une question de positionnement en gamme, de choses que nous produisons, etc. Donc c'est encore une fois un sujet qu'on ne peut pas limiter à la fiscalité. Un dernier sujet rapide, et je laisse la parole à ceux qui sont autour de nous, mais il y a aussi le poids des normes. On a une France et surtout un continent européen et qui est un formidable producteur de normes, mais ça devient beaucoup handicapant, me dit-on, au quotidien. Alors les normes, elles ont du bon et du mauvais. En fait, on a certainement des normes absurdes. On a tendance à avoir peut-être trop de normes sur certains sujets. À mon avis, on a un handicap qui est plutôt le principe de précaution, qui parfois tend plus à la religion que vraiment à la précaution. Oui. Donc il y a une réflexion à avoir là-dessus. Mais le sujet, c'est pas le fait qu'on ait des normes en France. C'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est qu'on impose des choses à nos industriels et qu'on les laisse être confrontés à des industriels à l'étranger qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc on crée un déficit de compétitivité. L'un des sujets, c'est de dire
s'investir dans les instances de normalisation européennes pour tirer les choses dans notre sens. Et on sait qu'en France, on a plutôt plus de mal à le faire que nos confrères allemands, par exemple. La deuxième chose, c'est il y a tout un travail à faire de lobby contre le dumping fiscal et social que nous vivons en Europe. Et la troisième chose, c'est de dire on impose des standards environnementaux très hauts à nos industriels en France, ne laissons pas rentrer sur notre territoire ou alors mettons un mécanisme de rééquilibrage des choses qui sont produites sans respecter les mêmes standards que nous. Ouais. Parce qu'il est évident qu'on peut être vertueux. Vous pouvez être vertueux s'il n'y a pas de réciprocité en face, vous êtes vertueux tout seul. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on met des contraintes, et on a des exemples d'entreprises qui sont revenues en France, on est en train de mettre des contraintes plus dures sur le territoire français et européen, on n'impose pas la même chose aux pays tiers. Donc, c'est les industriels français qui sont en train de se poser la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester sur le territoire ? Parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'assumer ce côté vertueux. Et j'imagine que ce dont vous nous parlez parle aussi à celles et ceux qui nous regardent. Merci de nous avoir apporté ce regard d'introduction. On va poursuivre bien sûr nos échanges, mais je voudrais continuer avec vous, Thomas Coepel. Vous êtes donc éleveur de volailles notamment. Vous êtes président donc de votre coopérative, je le disais, le Gouessant, en Bretagne, j'ai bien noté le 22. Qu'est-ce que vous évoque le discours que l'on a entendu de la part des consommateurs, le sondage aussi du l'IFOP, qui vous parle des nuisances? D'abord, vous êtes bien gentils, les agriculteurs, mais à côté de chez moi, ça fait un peu trop de nuisances. Qu'est-ce que vous répondez à ça, finalement? Alors, moi, je suis né à la campagne, je vis à la campagne et je travaille à la campagne. Donc, quand vous êtes dans cet état d'esprit, si vous voulez, quand vous vivez à la campagne, vous savez qu'il y a des moments de l'année où, effectivement, on a des épandages de matière organique pour nourrir les plantes. Vous savez que de temps en temps, il faut passer dans la campagne avec le vilain pulvérisateur pour traiter les plantes. Vous savez que de temps en temps, il y a des vaches matin et soir qui traversent la route. Bien sûr. Il y a des coqs qui chantent, il y a des cloches qui sonnent. Voilà. C'est la vie à la campagne. Quel bonheur. Oui, quel bonheur. Oui. C'est comme ça et il faut l'accepter et on l'accepte. Ouais. Simplement aujourd'hui, de plus en plus de personnes, et ça s'est accéléré avec le Covid, j'ai l'impression, de plus en plus de personnes, il suffit de voir le prix de l'immobilier chez nous, de plus en plus de personnes arrivent à la campagne et demandent à ce que cette campagne-là soit un lieu de repos, un lieu de villégiature, un lieu de loisir. Et ils veulent aujourd'hui régenter ce que nous, notre cadre de travail, où on ne fait que produire de l'alimentation pour les consommateurs. Il ne faut quand même pas perdre de vue que notre métier premier, c'est quand même de nourrir le consommateur. Et ça, aujourd'hui, on a tendance un peu à l'oublier. On voudrait nous faire, comme j'ai entendu tout de suite, simplement de nous des paysagistes. Moi, il est hors de question. Hein. Je ne signerai pas pour ce métier-là. Et puis vous n'avez pas de formation de jardinier, donc ça ne vous intéresse pas? Non, j'ai juste une formation d'agriculteur. Ben voilà. Ce qui est déjà assez compliqué à faire. Exactement. Et donc, voilà. Alors, nous, on le vit tous les jours, je l'ai dit. On a eu des projets aujourd'hui qui sont attaqués par des gens. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le premier, un projet où on gêne un voisin. Donc, le voisin... il forme un collectif et ensuite il attaque avec ce collectif, il attaque le projet, quel qu'il soit. Hein. Alors là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Que ce soit du bio, de l'alternatif, que ce soit du conventionnel, que ce soit de la vache, de la poule, du cochon, tout y passe, les méthanisations. Donc il attaque ce projet. Très souvent, ce projet ne va pas au bout parce qu'on arrive dans une suite de tracas administratifs, de surcoûts administratifs. Et on a une deuxième forme, c'est des collectifs qui se montent et puis alors là qui font feu de tout bois sur n'importe quel projet. Notamment aujourd'hui dans le Morbihan, ceux qui sont du Morbihan connaissent bien le collectif qui vient de se monter contre les soi-disant fermes-usines que l'on peut construire en poulailler. Et alors là, c'est pareil, c'est des tracas administratifs. Ouais. Donc, c'est des surcoûts pour le porteur de projet. Donc, un projet coûte déjà très cher à porter. Hein. Et très souvent, il ne va pas au bout. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est, quand vous avez un projet, c'est s'assurer que dans le voisinage proche, c'est-à-dire à 1, 2 km, 3 km à la ronde, votre projet est accepté. Négocier, c'est de la négociation aussi. Hein. C'est des fois s'il faut changer de place des bâtiments, s'il faut mettre des haies, des talus, tout ça. Et là, vous avez une chance de faire passer votre projet. Mais ça devient de plus en plus compliqué et c'est un peu casse-pied, quoi. Oui, ça l'est d'autant plus quand on est producteur de volailles, peut-être comme vous. Et ça l'est pour vous, mais comme au niveau national, pour tous les producteurs. C'est le cas dans votre coopérative, précisément? Alors, la volaille, c'est compliqué. C'est vraiment un marché très compliqué. Et c'est le marché, je pense, le plus emblématique de la production française, puisqu'on a une consommation nationale qui augmente. Oui. Franchement, les gens plébiscitent le poulet.
Et on a une production nationale qui diminue au détriment des importations, puisqu'aujourd'hui la France est ni plus ni moins que le 11e importateur mondial de viande de volaille, ce qui quand même est assez impressionnant quand on connaît notre capacité à produire. Donc c'est complètement absurde. Bien sûr. Alors aujourd'hui, on essaye effectivement de travailler sur la question. On a dans notre coopérative, on a depuis longtemps embrayé sur les questions, on va dire entre guillemets alternatives grâce à une filiale qu'on a et que mes prédécesseurs avaient mis en branle il y a 25 ans, et à un moment où ces questions d'alternativité étaient pas trop dans les consciences. Hein. Donc on a effectivement cette expérience en bio, que ce soit en œuf, que ce soit en porc également. Et en porc, on essaye de travailler sur cette question, essayer de fournir un produit entre le bio et le conventionnel. Le projet s'appelle Physior. Donc on a aujourd'hui quelques élevages qui fournissent ce cochon. Le tout dans le souhait de cette production, c'est vraiment de trouver une pertinence technique. C'est important, mais surtout une pertinence économique. Bien parce sûr. que sans pertinence économique, vous n'aurez aucun projet. On parle là de juste rémunération, tout simplement. C'est compenser les coûts de production. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans des productions comme ça, vous avez des coûts de production qui sont supérieurs. Donc, moi, dans ma production en volaille de chair, lorsqu'il y a 4-5 ans, le débouché nous a demandé de travailler sur son cahier des charges, on a dit banco, quoi. Enfin, on y va, quoi. C'est quelque chose qui coule de source. Donc, adjonction de fenêtres au bâtiment, baisse de densité, perchoir, enfin plein de choses, plus d'antibiotiques. Donc mon élevage personnellement a été le premier en Bretagne à être certifié sur ce cahier des charges là. Donc c'était aujourd'hui notre organisation, on a 95% de nos éleveurs qui sont dans cette démarche, donc c'est quelque chose d'extrêmement vertueux qui répond à la demande du consommateur, à la demande de nos débouchés. Il y a juste un petit hic aujourd'hui, c'est que ce cahier des charges n'est pas valorisé. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je perds de l'argent à travailler, à faire ce poulet-là, par rapport à ce que je faisais il y a 5 ans. Et petit à petit, la dérive, c'est que dans plein de productions, hein, pas que chez nous, mais dans plein de productions, ces cahiers des charges se transforment en droit à produire, et ça devient la norme. Ah oui. Et là, c'est un sentiment d'injustice totale qui arrive chez les éleveurs, parce que c'est une dénégation des efforts que l'on fait pour la société, pour les demandes qui sont engagées par les consommateurs, et un découragement qui arrive dans nos campagnes. On est vraiment là dans la thématique de cette séquence, produire de qualité, du rêve à la réalité. Le rêve, il est partagé par vous, par les consommateurs, sauf que la réalité, elle est tout autre. Finalement, sur le marché économiquement, c'est compliqué. Le comportement des voisins, des consommateurs, finalement, la réalité est beaucoup plus complexe. Oui, alors moi après quand on parle de produits de qualité, c'est un mot qui englobe tellement de choses aujourd'hui, et que si on fait un sondage déjà autour de la table, on n'aura pas la même définition. Mais de quoi on parle? Est-ce que vous parlez de la qualité organoleptique des produits? Est-ce que vous parlez de la qualité environnementale, la qualité sociétale, la qualité sanitaire? Est-ce que vous parlez du bien-être animal? Il y a tellement de choses, voilà, ça fait tilt dans la tête d'un consommateur, mais c'est extrêmement compliqué. La première attente du consommateur, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est la qualité sanitaire du produit. Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais jamais un consommateur, quel qu'il soit, moi le premier, vous n'ingérerez un produit que vous savez dangereux pour votre santé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir quand même qu'il y a 50 ou 60 ans, on avait quand même 5000 morts par an d'intoxication alimentaire. Bien sûr. Donc aujourd'hui en France, grâce au travail des filières, on a réussi à diminuer ce nombre, et on est à quelques dizaines, c'est encore trop. Oui, ça, mais mais bon voilà, après il arrive des accidents, mais c'est encore trop. Donc ça, c'est la première chose. Quand vous allez à l'étranger, la première chose que vous faites, c'est vous buvez de la bière et du coca, et vous mangez de la viande bien grillée pour être sûr de ne pas être malade. Non, mais c'est schématique bien sûr, mais pas tellement, c'est vrai. Mais non, mais voilà. Oui, le coca, c'est après, oui, exactement. Merci, Madame la députée. Je vous ferai témoigner tout à l'heure sur votre dernier voyage. Et là, on ne sait pas ce qu'il y a dans le coca, mais c'est grave. Et la deuxième attente du consommateur, c'est le prix. C'est le prix. On peut, voilà, le consommateur, il est attiré par le prix. C'est ça qui aujourd'hui fait que il va vers le discount. C'est ça qui fait qu'il va vers les achats internet. C'est ça.
Madame la députée, j'imagine que vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour entendre ça. Dans votre circonscription, jolie circonscription du Tarn, vous devez entendre ça. Mais vous entendez notre chouette Thomas qui se bagarre au quotidien et qui représente tous ces agriculteurs. Et donc celles et ceux qui nous écoutent s'y retrouvent. Qu'est-ce que vous entendez dans tout ce que l'on dit là, Madame la députée? On attend de vous que vous ayez une baguette magique, sauf que comme ça n'existe pas, vous faites quoi? Bien, il faut continuer ce qu'on a quand même commencé à faire. Même si on sait que c'est pas parfait et qu'il faut encore travailler, mais vraiment on revient quand même de loin par rapport à ça. Donc avant de vous répondre directement sur ça, je voudrais juste quand même revenir sur l'intervention de Madame, parce que je me réjouis enfin d'avoir quelqu'un qui dit que c'est bien de diminuer les impôts de production, que c'est bien de diminuer les impôts aux entreprises, etc. Parce que jusqu'à présent, quand on a fait ça, et on sait pourquoi on l'a fait, on disait plutôt qu'on faisait des cadeaux aux riches. Mais je crois que Madame a tout compris, c'est en baissant effectivement les charges sur les entreprises, 1, qui créeront de l'emploi, 2, qui pourront se développer, et 3, qui pourront investir. Et quand on voit qu'après, il y a besoin d'innover, il faut aussi leur donner le moyen. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de rebondir sur ces propos-là. Et depuis le début du mandat, on s'adresse essentiellement aux TPE et aux PME et pas aux grandes entreprises uniquement. C'est vraiment un changement qu'on a opéré et c'est important pour moi de le rectifier. Bon. On salue ici les grandes entreprises qui nous écoutent, qui font un boulot de dingue en faisant travailler aussi beaucoup de prestataires et beaucoup de TPE, PME, il faut le dire aussi. C'est vrai, mais l'allègement de charges, par exemple, c'est tout le monde qui peut en profiter, alors que le CICE, quand il existait, c'était essentiellement effectivement les grandes entreprises et il y avait des effets d'aubaine. Alors pour revenir à l'agriculture, qui est quand même notre sujet, nous depuis le début, on a essayé de mettre en place des lois qui permettent justement de répondre déjà à une des attentes importantes, c'est que l'agriculteur puisse vivre de son travail. Et que quand il y a une baisse de la marge à faire, que ce ne soit pas l'agriculteur qui, au début de la chaîne, qui soit obligé de baisser cette marge. Il n'y avait pas de raison. Et pourtant, c'est bien ce qui existait aujourd'hui. Et puis en plus, si vous n'êtes pas content, de toute façon, le grand distributeur allait chercher un autre agriculteur. Donc pas le choix. On a fait la loi Egalim. Super. Sauf qu'elle n'a pas fonctionné. Et là où je salue quand même le gouvernement et la majorité à laquelle j'appartiens, c'est qu'on a su reconnaître qu'elle n'avait pas fonctionné. Et donc nous venons de voter la loi Egalim 2, qui j'espère ce coup-ci donnera ses effets, parce qu'elle est beaucoup plus rigoureuse, elle est beaucoup plus transparente, et que pour la contourner, alors après tout est possible en France, mais quand même pour la contourner, ça sera plus difficile. Et ça c'est essentiel parce que ça commence par là. On peut demander et on peut exiger à un agriculteur de faire des produits de qualité, mais à partir du moment où il peut vivre de sa production agricole. Donc là, on attend beaucoup et j'espère que ça le fera. Après, par rapport au problème de voisinage, nous, on est bien concernés par le problème des ZNT, les zones de non-traitement, où on a essayé d'expliquer, moi sur le terrain, dans ma circonscription, j'essaye d'expliquer que quand quelqu'un vient s'installer dans le Tarn à côté d'un agriculteur, quand il vient s'installer, il sait qu'il est à côté d'un agriculteur. Et il sait que forcément, à un moment donné, il y aura peut-être ce que lui va appeler des nuisances, ce que nous, on va appeler par contre le travail simple de l'agriculteur. Bon, donc on a fait aussi une petite loi par rapport à ça, pour dire qu'aujourd'hui, le citoyen ne peut pas porter plainte et se retourner contre l'élu ou contre l'agriculteur si, quand il s'est installé, il y avait un coq qui chantait, il y avait des cloches qui sonnaient dans les églises et s'il y avait un agriculteur qui travaillait à ses côtés. Bon, pour autant, la société est exigeante, le problème des produits phytosanitaires est quand même aussi présent et de fait, il y a ces fameuses zones de non-traitement sur lesquelles on a essayé d'adoucir dans la loi climat et résilience en expliquant que d'accord, mais le maire ou le promoteur pouvait à ce moment-là prendre à sa charge les zones de non-traitement, qu'il n'y avait pas de raison que ce soit encore et encore l'agriculteur qui paye les pots cassés. Donc vous voyez, ces sujets-là, on les connaît, on a tout fait pour essayer de mettre en avant la filière agricole et le ministre le dit très bien, on a la meilleure et la plus vertueuse agriculture en France. Sauf qu'on a aussi des citoyennes et des citoyens qui sont de plus en plus exigeants et donc il faut essayer de trouver un équilibre. Vous me rappelez, pardon Madame la députée, mais tout ce que vous me dites me rappelle pourquoi tous les mois j'ai le plaisir de revenir sur mes terres aveyronaises et aller mettre les pieds dans la terre, entendre justement ce coq, sentir ces odeurs que je trouve bonnes, moi, depuis mon enfance. Et je comprends pourquoi. Et que les Parisiens qui sont jamais pleins des pigeons à Paris et de la saleté et du bruit, je ne comprends pas pourquoi ils le font ailleurs. C'était que mon avis. On va demander notre avis d'ailleurs dans ce débat et puis on va revenir avec celles et ceux qui sont sur le plateau. On est allé interviewer un autre intervenant, Hervé Pillot, c'est un ancien agriculteur, il est essayiste et conférencier. Lui, il a une formule choc, c'est consommer local,
Mais produire global, regardez. Dans un pays comme la France, consommer local est un devoir citoyen. Par contre, pour les agriculteurs, produire global est une nécessité. Alors pourquoi c'est une nécessité? Tout simplement parce qu'on a la chance d'avoir un territoire assez exceptionnel par sa diversité, par la richesse de ses sols, mais aussi, il faut le dire, par la compétence de ces agriculteurs et de tout ce qui les entoure. Alors, pour tout ça, on est en capacité à la fois de produire pour nos concitoyens, mais bien au-delà. La richesse de notre agriculture nous permet ces éléments-là. Et ça nous le permet d'autant plus que si on n'a pas cette ambition, on prend le risque de voir demain importer de plus en plus de produits agricoles parce qu'on se sera limité dans notre capacité de production. Et ne produire juste ce qu'il y a besoin pour la France, c'est simplement pas possible. Donc visons un marché ambitieux parce qu'on en a les capacités et ça sera aussi une barrière contre les importations. Anaïs Oïguilis, je vous ai vu. Regardez attentivement cette vidéo. Qu'est-ce que vous entendez dans ce qui est partagé là? Alors, bien entendu, il y a l'enjeu de la production. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, hein, produire local pour envisager des exportations. Déjà, commençons peut-être par arriver à produire pour le territoire français de manière suffisante, puisque si j'écoute ce que disait monsieur, on importe aussi beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'à un moment, on a une équation qui ne se fait pas. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on arrive à reproduire des choses en France qu'on ne sait plus faire. Et la troisième chose, non, je ne peux être qu'en accord sur l'idée de produire pour un aspect global, même si on ne peut pas à un moment dire produisons en France pour des aspects environnementaux, parce qu'on ne peut pas avoir des produits qui font 3 fois le tour du monde, et en même temps après dire produisons en France pour aller exporter dans le monde. Donc là, c'est plus la question des chaînes de valeur et arrêter avec certaines absurdités qui ne touchent pas que la France, c'est-à-dire des produits qui, pour arriver à un produit fini, font 33 fois le tour de la planète. Mais ça a été largement documenté dans le cadre de la crise. Et après, il y a bien entendu un aspect, je suis d'accord avec ce qu'a dit, de massification. Enfin, l'un des principes de l'industrie, quand même, en général, de massifier la production pour abaisser les coûts unitaires de production. Donc, on a aussi un enjeu d'être capable de produire de manière suffisante, en tout cas, pour absorber nos coûts fixes. Si on va arriver à une rentabilité économique, même si on revoit tous les modèles économiques, on aura toujours à un moment la question de la rentabilité économique qui se posera. Il y a quelque chose de pertinent, peut-être pour vous, Marie-Christine Verdier-Joucla, au-delà de votre mandat de député, de parlementaire, vous êtes coprésidente donc, du groupe d'études vin, vignes et œnologie. Vous êtes donc familière du sujet dont on parle aujourd'hui. Est-ce que pour le secteur viticole, justement, qui est l'un des derniers postes exportateurs nets, les propos d'Hervé Pillot que l'on vient d'entendre, finalement, ne sont-ils pas particulièrement pertinents? Produire pour l'export, mais aussi produire dans toutes les gammes. Pour la viticulture, je ne pense pas que ce soit aussi pertinent que ça. Parce qu'en France, par exemple, alors après, ça dépend bien sûr des vignobles, mais si je parle du vignoble de Gaillac dans ma circonscription, les vins qu'ils font, c'est des vins de terroir. C'est des vins qui sont travaillés pour justement, en premier lieu, les consommateurs locaux. Parce que les consommateurs locaux vont être attachés en fait à savoir qu'ils vont acheter un vin qui est produit à côté de chez eux, où ils peuvent traverser les vignes, où ils peuvent aller visiter le chai, etc., etc. Il y a deux façons de produire du vin en France. Où effectivement je fais mon vin et après je le vends à la clientèle qui est sensible à ce vin-là, ou alors je produis mon vin en fonction de ce que veut le consommateur. Et il me semble, mais peut-être que je me trompe, que quand on va sur les marchés de l'export, on regarde d'abord ce que veulent effectivement les pays qui seraient prêts à acheter nos vins et que du coup, et surtout pour les coopératives, on peut faire des assemblages avec des vins qui ne marcheraient peut-être pas en France, qui seraient des entrées de gamme en France et qui sont décriés. Moi, j'ai un exemple précis dans la coopérative que j'ai dans ma circonscription et pourtant qui est numéro 1 au Brésil. Oui. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que oui et non. Je ne pense pas qu'il y ait une vérité et je pense que c'est en fonction de chaque vignoble. Maintenant, pour autant, mes vins de Gaillac, je tiens à préciser, sont bien aussi à l'export. Et ça se développe. Mais je ne crois pas que ce soit une vérité aussi simple que blanc et noir. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je vais revenir à l'actualité. Le rapport de la mission parlementaire sur l'autonomie alimentaire vient de sortir. Ça va être quoi le rôle d'un parlementaire de terrain comme vous pour le mettre en œuvre? Et qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics finalement pour aller plus loin? Alors, quand il y a des missions comme ça qui sont faites, et là, donc, c'est deux collègues qui ont fait cette mission. Moi, par exemple, j'ai fait une mission sur les chambres d'agriculture. Oui. Il y a des propositions et des recommandations qui sont issues de la mission.
Et derrière, normalement, vous avez un projet de loi ou une proposition de loi pour pouvoir mettre en œuvre effectivement cette mission. Sinon, ça ne sert à rien. On fait une mission pour se faire plaisir. Et, vous avez autre chose à faire. Et oui, je pense qu'on a aussi autre chose à faire. Ouais. Donc là, sur cette mission, en fait, l'idée, c'était de bâtir des stratégies de filière plus offensives, avec justement la mise en place peut-être d'un observatoire de l'autonomie alimentaire. Et je trouve qu'effectivement, ça a du sens et que ça tombe bien dans le contexte aujourd'hui où on est. Limiter, je crois que ça a été dit aussi, toutes les surtranspositions en droit national. Voilà. Et ça, pourtant, alors là où c'est frustrant, c'est que je vous assure, monsieur, qu'on a essayé justement de dire on ne surtranspose plus et au contraire même on enlève. Mais au final, on se rend compte qu'entre ce que veut le législateur et ce qui arrive sur le terrain, on a du boulot. Il faut encore travailler parce que finalement, on n'est pas aussi entendu que ça, alors que c'est essentiel. Et ça a été dit d'ailleurs. Hein. C'est encore incroyable, et j'attends beaucoup de la présidence française dans l'Europe, qu'on puisse accepter des produits qui n'ont pas les mêmes normes que ceux que nous exigeons à nos agriculteurs. Alors, si vous dites que vous n'êtes pas beaucoup entendu, votre voisin, lui, pense qu'il est encore moins entendu, parce que je vous ai vu réagir. Non, mais la surtransposition, on la vit tous les jours. Donc, oui. Vous avez la loi européenne, vous avez ensuite la loi française, et ensuite vous avez la déclinaison dans les régions, et quelquefois vous avez des déclinaisons dans les départements. Ouais. Donc ça, on le vit tout le temps, et pour le moment, personne n'a réussi à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Donc alors l'administration fait des choses très bien, mais quelquefois, quand vous la laissez en pilote automatique, hein, comme certains cas, ça part de travers et c'est trop franchement c'est trop impactant et trop dangereux pour nos activités, quoi, parce alors que vous avez envie qu'on vous laisse produire en local, en national, qu'on vous laisse exporter dans plusieurs gammes de qualité, qu'on vous laisse libre de le faire, de proposer ces produits-là partout. Non, mais c'est une nécessité. Aujourd'hui, voilà, on est sur un marché ouvert, marché global, marché mondial. On est obligé. Quand vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que mangent les gens sur un poulet? Ils mangent que du filet. Ils mangent que du filet, ils mangent pas les cuisses et les ailes. Donc on est bien obligé d'exporter ça. Le cochon, c'est pareil. On est bien obligé d'importer du jambon parce que les gens mangent que du jambon. Et aujourd'hui, c'est pas les patrons d'abattoirs qui diront le contraire, mais lorsqu'ils peuvent envoyer des pieds de porc, des oreilles de porc à l'étranger, c'est de la valeur supplémentaire et c'est des centimes gagnés sur des carcasses. Donc c'est impératif aujourd'hui d'y aller. En lait, c'est pareil, c'est impératif d'y aller. Et vous dites ça à un Breton aujourd'hui on est 3 millions de Bretons et on produit pour 20 millions d'habitants. Oui. Donc l'exportation, c'est une question de survie. Évidemment. Les Pays-Bas ont le même problème que nous, c'est une question de survie. Si on veut une agriculture autarcique, on meurt. C'est pas compliqué, on meurt. Bien sûr. Donc et nous, dans notre coopérative, c'est écrit en grand sur notre site industriel, une agriculture plurielle et durable. Oui. Donc plurielle, c'est tous les marchés, c'est toutes les productions pour répondre à tous les consommateurs. Et merci de le rappeler ici, Jean-Yves Manot. Tout ce que vous entendez là, vos consommateurs vous le disent à la CLCV. Vous représentez quoi d'ailleurs la CLCV en quelques chiffres? C'est une organisation de consommateurs qui a 70 ans d'existence. Vous ne les faites pas, ça va pourtant, je les ai dépassés. On dit rien. Non, mais objectivement, nous sommes un peu la vigie de la réglementation au nom des consommateurs, oui. Quel que ce soit le secteur. Alors là, on est plutôt dans le secteur alimentaire. On a effectivement un regard particulier sur la liaison alimentation-santé, oui. Bien évidemment, et avec un rôle éducatif de l'ensemble des consommateurs sur acheter correct, le Nutri-Score, transformer les produits eux-mêmes et vers les marchés de circuit court par rapport aux marchés des grandes surfaces, etc. Mais globalement parlant, la crise du regard des consommateurs ou de l'ensemble des citoyens par rapport à l'agriculture, je crois que les citoyens de ce pays aiment les agriculteurs. Ils aiment moins bien l'agriculture. Pourquoi? C'est embêtant. Oui, mais tout ça, c'est le fruit d'une histoire. Oui, mais les agriculteurs, on ne peut pas les aimer pour les garder dans un zoo ou dans... Attendez. Quand j'entends... Moi, je ne vous demande pas ça. Oui. Je ne demande pas ça. Et je suis prêt à reconnaître, et je l'ai fait dans des instances, FNSA, etc., sur la place de l'agriculture de façon production globale, dans le poids du commerce extérieur de la France, etc. Donc oui, tout ça, ça existe. On a la chance d'avoir une diversité de production, etc. Sauf que c'est vrai que les consommateurs sont devenus plus exigeants, mais presque au nom de la santé d'eux-mêmes et des agriculteurs eux-mêmes.
Vous savez, moi, je veux bien qu'on supprime toutes les normes. Eh bien non. Franchement, je pense que ce n'est pas une bonne orientation qui ira vers l'amélioration de la qualité des produits, la protection de la santé des consommateurs, des agriculteurs eux-mêmes. Quand j'entends dire objectivement que les surfaces, le nombre de mètres d'épandage des produits phytosanitaires par rapport aux habitations, etc., pose un problème, oui, mais c'est un problème, effectivement, sur les effets de la santé des résidents qui habitent à côté et même des agriculteurs eux-mêmes, l'épandage des produits. Vous savez, moi, dans la semaine, j'ai regardé qu'une fédération nationale des accidents du travail avait comme victoire considéré que c'était une victoire d'avoir considéré que le cancer de la prostate est une maladie professionnelle qui touche essentiellement les agriculteurs. C'est une réalité. Donc je crois que de temps en temps, il y a à regarder les choses en face, comment on peut améliorer les choses, produire sain, produire mieux, à des prix compétitifs. Et là-dessus, il se trouve que j'ai co-présidé un atelier des États généraux d'alimentation sur comment répondre mieux aux consommateurs et qu'on a potentiellement regardé de près le problème de la rémunération des agriculteurs. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Votre consommateur, il veut plus, il veut mieux, il veut moins payer, il veut que ce soit à côté, mais pas à côté de chez lui. Attendez, pas si vite. D'abord, sur 100, il y en a 6 qui reviennent à l'agriculteur. Et ce sont des chiffres qui ont été donnés à l'État général de l'alimentation. Je n'invente rien. Et avant d'augmenter le prix aux consommateurs, j'ai simplement posé la question de savoir qu'on ne pouvait pas s'intéresser sur la constitution de prix des 94. Oui. Et comment, au milieu des intermédiaires successifs, devait regarder de près un peu les choses. Et que le consommateur est conscient que l'agriculteur doit vivre dignement de son travail. Et ce n'était pas le cas. Et ce n'est toujours pas le cas, même si ça améliore avec la loi Egalim 2, qu'on a aussi suivie en tant qu'organisation de consommateurs. Mais franchement, je pense qu'il y a là-dessus beaucoup de progrès à faire, de transparence. Et le consommateur dit que la baisse des prix en permanence n'est pas une finalité en soi. Mais la hausse des prix n'est pas non plus une fatalité. Je mettrai en exception le fait que forcément, en année 2022, on voit bien que les augmentations des prix des matières premières, de l'énergie, du transport, des emballages, etc., va se traduire, qu'on le veuille ou non, pour les consommateurs, à une augmentation de prix. Mais je pense qu'il y a un rapport de force à créer, même si c'est difficile, mais la loi Egalim 2 va, me semble-t-il, permettre aux agriculteurs de se défendre au mieux. Et puis peut-être que, y compris dans l'esprit coopératif, peut-être que la redistribution interne du chiffre d'affaires ou des marges bénéficiaires des coopératives doit peut-être aller aussi aux agriculteurs un tout petit peu plus. Alors, un pavé dans la mare, dans votre jardin, je ne sais pas, Madame la députée, je vous ai vu réagir et Thomas peut-être juste après. Oui, je voulais réagir parce que je voudrais revenir même sur ce qui a été dit par Monsieur David au début. Jays, oui. Ouais, Jays, voilà, excusez-moi. C'est l'éducation. Oui. Mais c'est fondamental. Quand on a un accès à la viande en promotion tous les jours dans les grandes surfaces, comment voulez-vous qu'on sache la valeur en fait du travail qu'il y a pour arriver à acheter après un steak en grande surface? Moi, je ne suis pas si vieille que ça, mais je me rappelle quand même de mon temps qu'on n'avait pas des promotions comme ça, qu'on ne mangeait pas de la viande tous les jours. Enfin, bon, voilà. Donc, je crois aussi que l'éducation, c'est primordial. Et si on éduque, on pourra effectivement, à ce moment-là, revenir aussi à des valeurs plus normales. Et du coup, accepter le fait que si je veux mieux manger, si je veux avoir des produits de qualité, eh bien, ça coûte aussi un petit peu plus cher, mais parce qu'en fin de course, il y a aussi un agriculteur qui travaille et qui ne compte pas ses heures. Thomas, je vous vois réagir. Ah oui, parce que, premièrement, je n'ai pas demandé, moi, la fin des normes. D'accord ? Bien sûr. Donc, moi, je veux les mêmes normes pour tout le monde. Et qu'on n'importe pas l'agriculture qu'on ne souhaite pas chez nous. Exactement. D'accord ? Donc ça, voilà. Ensuite, concernant les coopératives,
Dire que les coopératives gagnent de l'argent, oui, on en gagne. Effectivement, on fait une activité économique et heureusement qu'on en gagne. Et vous ne le volez pas, vous bossez. Voilà, et on le redistribue à nos adhérents. Et on le redistribue à nos adhérents. Et on n'a pas aujourd'hui de cagnotte cachée dans nos coopératives. Il ne faut pas croire qu'on est assis sur un matelas et que, voilà, et le matelas il gonfle, et puis voilà. Ça, c'est vraiment parce que l'argent, on en a besoin pour investir dans nos outils, pour les maintenir à jour. Donc, les outils, la recherche et le développement aussi. Voilà, et puis aujourd'hui, on a besoin de cet argent pour compenser. On compense aujourd'hui le fait que le consommateur il ne veut pas payer le bio, parce que c'est une réalité de tous les jours. Lorsque des coopératives aujourd'hui arrêtent C'est pas vrai, tout ça. Mais si, Non, mais si. Allez voir les coopératives. Quand on leur dit d'arrêter aujourd'hui, ils déclassent des produits bio en non-OGM, en lait. Nous, aujourd'hui, on a des œufs bio qui partent en plein air. On compense. L'éleveur, aujourd'hui, n'est pas perdant. C'est la coopérative qui compense. Donc, il faut faire attention quand on dit qu'on gagne de l'argent. Oui, on en gagne, mais il est redistribué sous forme de ristourne, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille. Alors, vous aussi, vous gagnez de l'argent à la CLCV. Donc, vous gagnez de l'argent avec vos consommateurs. Pourquoi vous dites que c'est pas vrai ce que dit Thomas? Non, parce que c'est pas le problème des agriculteurs ou des producteurs de produits. La marge sur le bio, elle n'est pas faite là. Elle est faite à la vente finale. Et avec les enquêtes régulières qui sont faites, y compris par nous, montrer la marge extraordinaire que prennent les distributeurs et les grandes surfaces sur les produits bio. Nous recommandons, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, de développer le bio. Oui, effectivement, mais du bio accessible. Et en vente directe, évidemment, en circuit court. Et je pense, ah ben oui, mais en circuit court, à ce moment-là, on pourra avoir des prix compétitifs, puisque quand même, on élimine beaucoup d'intermédiaires et on peut avoir une éducation et l'attente même des consommateurs. Quand vous dites que systématiquement le consommateur veut acheter moins cher, je vais vous dire, 74% des consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir un produit de qualité. Oui, attendez, pardon. Mais attendez, parce que vous venez de la télé, Quand vous interrogez les téléspectateurs, tout le monde veut des émissions intelligentes et tout ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde Hanouna et les ch'tis à Marseille. Donc il faut arrêter un peu. Les études, c'est bien. Ça. Ce qui compte, c'est la réalité du marché et des achats. C'est ça le... Parce qu'il y a ce que disent les consommateurs dans les sondages et ce qu'ils font quand ils sont devant une caisse au supermarché et qu'ils ne font pas finalement. Parce que, allez-y, Anaïs Vogilis. C'est un problème de pouvoir d'achat, excusez-moi, mais c'est un problème de pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Oui, mais on parle de ça, Anaïs Vogilis. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une réalité entre les actes et les faits, enfin les actes et les sondages. Les intentions et les actes. Qui sont différents, on le voit sur tous les produits Made in France. Et après, il y a aussi une question du pouvoir d'achat qu'on ne peut pas exclure. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincue que tous les consommateurs soient mal intentionnés. Je connais, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui essayent de faire des efforts, mais c'est-à-dire que quand on doit faire des efforts sur l'ensemble de ces achats, ça devient compliqué. Et je pense que c'est tout l'enjeu qu'on a là-dessus. Et après, la question de si on met... Non, la variable, c'est pas l'alimentation, parce que l'alimentation, vous faites du bien à vous directement. La variable, ça va être le textile, l'électroménager, tout ce qui ne vous touche pas directement et qui n'a pas de valeur identitaire. Alors, c'est très frustrant parce que j'ai pensé que Thomas m'engueulait, alors qu'en fait, je suis totalement d'accord, donc ne m'engueulez pas. Voilà. Jean-Yves Manot est monté aussi dans les tours, etc. C'est formidable, mais il y a des questions de celles et ceux qui nous écoutent. Alors, j'ai une question pour vous, Anaïs. La France pourrait être importatrice nette de produits alimentaires en 2023? Est-ce inéluctable? J'ai pas de boule de cristal. Les tendances sont pas forcément positives. En effet, on voit que petit à petit, on perd des parts de marché dans l'alimentaire et ailleurs, ce qui appelle quand même à un peu un choc, parce que l'agroalimentaire et quelques autres secteurs étaient encore ce qui nous permettait d'avoir une balance commerciale. Je vais pas dire positive, parce qu'elle est horriblement dégradée, c'est la plus dégradée d'Europe. Oui. Mais à partir du moment où des secteurs qui ont fait notre force sont en train de devenir des secteurs où on importe plus qu'on exporte, alors on est dans ce schéma sans fin. Donc la tendance donne raison, on verra si les choses peuvent s'inverser. Thomas, quelle piste peut-on envisager pour concilier à la fois les démarches de transition environnementale et la hausse du revenu des agriculteurs ? Alors une piste, aujourd'hui, c'est les services pour les paiements pour services environnementaux. Bon, ça c'est une piste. Donc on verra si la loi Egalim 2 fera ses effets. Aujourd'hui, tous ceux qui la lisent nous disent que c'est
c'est compliqué. Oui, je ne vous ai pas senti très convaincu. Non, Madame la et députée j'ai trouvé personne, hormis des parlementaires, emballé par cette loi. Donc on verra. Peut-être qu'on a tort et qu'on se fait une mauvaise. Après, le marché, il est ce qu'il est. Hein, donc, et ça, on peut pas les contre. Voilà. Donc non, c'est pas. J'espère qu'il y a encore des choses à faire parce que la moitié de notre population agricole d'ici 10 ans part à la retraite. Donc ça veut dire que la moitié de notre capacité de production va changer de main. Donc s'il n'y a pas un petit peu d'argent qui revient, un peu plus de justice sociale dans nos métiers, ces gens-là ne viendront pas. Et c'est pas. Je suis désolé, mais c'est pas les circuits courts qui sauveront la France. Maintenant. Merci pour votre regard. Je termine avec vous, Madame la députée. Madame Verdier-Jouclas, malgré des actions de soutien économique aux entreprises que vous évoquiez, plane une incertitude sur la pérennité de ces mesures qui freinent les initiatives des chefs d'entreprise, en particulier chefs d'entreprise agricoles. Que recommandez-vous pour rendre la confiance aux entrepreneurs? C'est une question qui vous est posée sur le chat. Je crois qu'avec le plan relance et tout l'argent quand même qu'on a investi pour permettre justement aux entreprises de se développer, d'innover et de grandir, et y compris dans l'agriculture, parce que c'est 1,2 milliard d'euros, on a prouvé qu'on voulait quelque chose de pérenne, puisque quand on investit, c'est pas pour que maintenant, c'est aussi pour l'avenir. Et c'est un plan relance qui est de 2021 et 2022, donc à court terme aussi, pour qu'il y ait des effets. Ensuite, il faut qu'on continue à travailler aussi par rapport à la concurrence européenne pour avoir des normes identiques. Je pense par exemple au montant de l'impôt des sociétés pour inciter les entreprises françaises à rester ici plutôt que d'aller à l'extérieur. Et c'est tout ce travail qu'on fait depuis 2017. Après, je ne dis pas que tout est parfait et qu'on a fini, loin de là, mais en tout cas, on a essayé de tenir nos engagements, donc je crois que c'est important, et de croire dans notre tissu économique, et on l'a prouvé pendant la crise. Et je crois que si on n'avait pas tenu le tissu économique pendant la crise, on ne serait pas à plus de 6% de croissance à la sortie de crise, qui malheureusement est quand même encore là. Et vous venez ici faire preuve de pédagogie, comme chacune et chacun autour de cette table, d'accord ou pas d'accord. On l'a dit aujourd'hui, tout passe par l'éducation, beaucoup passe par l'éducation et la pédagogie. Merci en tout cas d'en avoir fait preuve sur ce plateau.